Je m'appelle Jean-Marc Petit, je suis délégué général de RENASUP. RENASUP est un organisme central de l'enseignement catholique en charge de tout ce qui est enseignement supérieur, mais également de l'articulation entre le segment Bac-3, Bac+3 et au-delà. Et à ce titre-là, bien sûr, nous sommes sur les questions d'orientation, sur l'amont, et puis également, nous sommes l'interlocuteur de Parcoursup pour l'enseignement catholique. Et à ce titre-là, nous savons assez bien comment fonctionne Parcoursup, naturellement. Alors, Parcoursup, c'est un portail sur lequel, enfin, qui présente quasiment toutes les formations supérieures en France, qu'elles soient sur la voie plein temps ou en alternance, dès lors qu'elles bénéficient d'un minimum de reconnaissance de l'État. Le système est ainsi fait que, dans un premier temps, les jeunes peuvent aller consulter les formations, puis émettre des vœux. Normalement, c'est 10 vœux, mais ils peuvent aussi faire ce qu'on appelle des sous-vœux, c'est-à-dire que s'ils demandent une même formation dans plusieurs établissements, c'est un contrat pour un seul vœu. Donc ils vont faire des vœux, et ce jusque la mi-mars. Et ces vœux vont être transmis aux établissements auxquels ils sont destinés. Établissements qui vont aussi recevoir le dossier du candidat, c'est-à-dire à la fois ses relevés de notes, une fiche à venir où les enseignants et le chef d'établissement s'expriment sur l'opportunité du choix, la cohérence du choix avec le projet du jeune. Ces bulletins, comme je l'ai dit, les notes de bac qu'il a déjà obtenues à cette période, donc les épreuves anticipées, naturellement, puisque maintenant, même les épreuves de spécialité sont en deuxième partie d'année. Je rappelle, parfois les gens s'inquiètent sur les mentions, etc. Tout est joué bien avant la fin du baccalauréat, donc les mentions, etc., ça n'arrivera jamais au niveau de Parcoursup. En revanche, les notes de contrôle continu et les notes d'épreuve anticipée du baccalauréat, elles, vont arriver dans le dossier. Ces formations qui reçoivent les dossiers des candidats vont tout simplement examiner les candidatures et classer ces candidatures, ou pas. C'est-à-dire que si elles sont sélectives, elles peuvent ne pas classer du tout, ou elles peuvent également classer les différentes candidatures. Et puis enfin, dans un troisième temps, par le jeu donc des classements, les jeunes vont recevoir en juin, en tout début juin en général, eh bien, les retours sur leurs vœux, avec les formations qui les prennent d'emblée, c'est-à-dire qu'ils sont classés dans un niveau d'éligibilité maximale. Par exemple, s'il y a 40 places dans la classe ou la division qu'ils cherchent et qu'ils sont 32e, ben, ils reçoivent une proposition. S'ils sont 45e, 100e, 200e, ils seront mis en attente. Et à ce moment-là, les jeunes vont décider de prendre ou pas les propositions qu'ils vont recevoir. Alors, c'est très variable d'une formation à l'autre. Les critères sur lesquels ils vont être classés sont indiqués dans cette formation. Alors, vous vouliez aussi savoir s'il y avait des nouveautés. Alors, justement, parmi les nouveautés de cette année, il y a la possibilité pour les candidats de savoir dans quelle tranche de moyenne se trouvaient les élèves qui ont été retenus par la formation, et également quelles étaient les spécialités du baccalauréat, de terminale qu'ils avaient choisies. Parce que selon les formations, naturellement, certaines spécialités vont avoir plus ou moins d'importance.
parce que pour pouvoir poursuivre dans telle ou telle formation, c'est difficile quand même de suivre une formation d'ingénieur si on n'a pas de mathématiques du tout en terminale, par exemple. Donc, il y aura alors c'est toujours multicritères, hein. Il y a des critères quantitatifs basés sur les notes, et puis il y a aussi tout le profil du jeune, selon les formations, son investissement extrascolaire. Je sais pas, si je postule à une formation, par exemple, aux soins infirmiers, bien sûr qu'il faut un minimum de base en matière de biologie et de mathématiques quand même. Il faut aussi et surtout peut-être euh, faire preuve d'un minimum d'empathie. Ce ne sont pas des métiers purement techniques, donc il est important de faire savoir que dans sa vie de tous les jours, on a quand même ce type d'approche. Alors, certaines formations demandent d'ailleurs ce qu'on appelle une lettre de motivation. Et dans cette lettre de motivation, c'est l'occasion aux jeunes de mieux se faire connaître, mieux faire connaître les raisons pour lesquelles ils choisissent cette formation, et ce qui permettra donc à la formation elle-même, lorsqu'elle va classer, de se dire, ces centres d'intérêt montrent que finalement, il correspond bien à la formation, ou au contraire, pas du tout, parce qu'il a une vision totalement technique de l'acte médical, et c'est un peu dommage. En réalité, Parcoursup ne classe pas les candidats. Ce sont les formations qui les classent. Tout au plus, il va faire remonter des candidats boursiers pour atteindre un certain quota, mais il va les faire remonter dans le cadre du classement. Si la question de la remontée des boursiers. Alors, pour un certain nombre de formations, notamment pour les classes prépa, pour les BTS, les recteurs définissent des quotas de boursiers pour favoriser l'accès à certaines formations des candidats boursiers. Imaginons donc que ce soit pour une formation 20%. Imaginons une formation qui aurait 40 places, et puis, 2000 candidats, peu importe. Si dans les 40 premiers classés, il n'y a pas 20% de boursiers, c'est-à-dire 8 boursiers, dans ce cas-là, imaginons qu'il y ait 34 non-boursiers et 6 boursiers, il manque 2 boursiers. Dans ce cas-là, malheureusement pour 2 candidats non-boursiers, 2 candidats non-boursiers vont reculer dans le classement pour permettre à 2 boursiers d'entrer dans les 40 premiers. Je comprends le doute des parents parce que entre les vœux et les propositions, il y a tout un temps qui s'écoule et un temps parfois anxiogène. Parce que les parents investissent beaucoup dans les études de leurs enfants et donc ont un peu peur de ce qui va se passer. Mais que ce soit Parcoursup ou pas Parcoursup, la question c'est seront-ils pris ou pas par les formations auxquelles ils ont candidaté, mais ce sont les formations qui les prennent ou pas, c'est pas Parcoursup. Et Parcoursup n'intervient pas en dehors de ce que je vous ai dit, faire remonter éventuellement une partie des boursiers, mais ça représente pas grand-chose finalement sur l'ensemble du classement. Il ne faut pas confondre l'éventuel algorithme des formations qui, ayant beaucoup de candidats, vont tout rentrer dans une machine pour faire souvent un pré-classement quantitatif, puis ensuite vont, sur ce préclassement quantitatif, faire un nouveau classement définitif, cette fois-ci, qualitatif. Mais ce sont les formations qui le font, pas Parcoursup. Parcoursup ne fait que recevoir les informations et les transférer. Je pense que la première chose, tout d'abord, c'est de se décrisper. La première chose, et pas mettre une charge anxiogène finalement inutile. Et c'est surtout avoir travaillé en amont de Parcoursup pour que le jeune puisse faire des vœux sur des formations qui lui correspondent. Il y a trop de jeunes qui arrivent en gros à partir de janvier sur Parcoursup en n'ayant strictement aucune idée de ce qu'ils pourraient bien faire comme études l'année suivante.
Et en fait, la question, c'est d'accompagner un jeune bien en amont de Parcoursup, en seconde, en première, en terminale, pour qu'il, au final, naturellement, il pose ses vœux. Et pour le reste, voilà, qu'il attende. Alors après, c'est bon aussi de lui montrer dès la seconde, lorsqu'il va devoir choisir des spécialités, que s'il a déjà une idée de ce qu'il veut faire, eh bien qu'il y a quand même des spécialités incontournables au regard de ce qu'on voit sur Parcoursup, parce que ça peut être consulté quand on veut, hein, Parcoursup. Il n'y a pas besoin d'être en terminale pour consulter Parcoursup. Il faut être en terminale pour formuler des vœux, mais on peut regarder les formations, leurs exigences, les spécialités qu'elles ont privilégiées dans leur classement quand on veut. Donc, dès la seconde, avant de choisir ces spécialités, il vaut mieux quand même savoir un peu ce qui va être attendu. Et en première aussi, quand on va abandonner une spécialité, attention. De ne pas abandonner une spécialité alors que par rapport à son vœu, c'est une spécialité quasi incontournable. Donc attention, là ça c'est très important de mettre les jeunes dans cette situation-là. Les aider éventuellement dans la lettre de motivation, mais surtout jamais l'écrire à leur place parce que ça se voit. Et ne pas non plus leur faire écrire par une intelligence artificielle parce que ça se voit. Ça se voit parce que c'est trop bien fait, et ça ne correspond pas à l'élève. Il n'est pas obligé de faire le maximum de vœux. En revanche, il y a peut-être une règle, c'est au moins un vœu de rêve, au moins un vœu de raison, et au moins un vœu de sécurité, même s'il n'y a pas de sécurité absolue, hein, même à l'université. Un vœu à l'université n'est pas forcément satisfait, contrairement à ce qu'on pense. Parce que s'il y a plus de candidatures à l'université qu'il n'y a de place, l'université, comme tout le monde, va classer. Et donc, si je fais un vœu dans une université fortement demandée, c'est pas parce que j'ai mis une université qui est réputée donc non sélective que je serai pris. Si vous voulez, elles ne sont pas sélectives dans le sens où tant qu'elles ont des places, elles ne peuvent pas refuser des candidats d'emblée. En revanche, s'il y a plus de candidats que de places, elles sont bien obligées de classer et il peut y avoir des gens qui ne seront pas retenus. Alors, je dirais que déjà, s'il n'y a aucune réponse positive à ces vœux, c'est qu'ils ont sûrement été mal calibrés au départ. Il y a différentes façons de mal les calibrer. Enfin, vous avez des jeunes qui vont mettre, je sais pas moi, Sainte-Geneviève, donc Ginette, Stanislas, Louis le Grand, Henri IV, avec 12 de moyenne. Bon, il n'aura aucun vœu. Alors, il y a toujours une possibilité, bien sûr, c'est de revenir dans ce qu'on appelle la procédure complémentaire, où ils pourront reformuler de nouveaux vœux, peut-être plus adaptés à leur situation. Et puis, tout à la fin, il y a ce qu'on appelle les commissions d'accès à l'enseignement supérieur qui vont faire du sur-mesure, c'est-à-dire reprendre toutes les candidatures qui n'ont aucune satisfaction en essayant de repérer les formations qui ont des places disponibles et qui sont voisines de leurs vœux. Hein, n'oublions pas qu'on peut faire 10 vœux sur des formations différentes et qu'en plus, pour une même formation, je peux encore faire 10 sous-vœux dans la limite d'un total de... on ne peut pas dépasser les 10 sous-vœux non plus. Mais ça fait quand même beaucoup. Hein. Encore une fois, il faut aller déjà voir la formation convoitée et bien regarder dans les différents onglets ce qu'on vous propose. Et il y a notamment un onglet où vous allez avoir la pondération des critères. Qu'est-ce qui va être basé sur les notes? Qu'est-ce qui va être basé sur quel est le pourcentage donné aux notes? Quel est le pourcentage donné à la motivation? Quel est le pourcentage donné à l'investissement personnel du jeune? Etc., etc., etc. Tout ça, c'est sur Parcoursup.
Donc, il faut bien regarder tout ça. Alors ensuite, le rang dans la classe, etc., oui. Mais encore une fois, si ce sont des formations qui ont des volumes de demandes extrêmement importants, bon, c'est un peu compliqué pour eux de construire un algorithme sur le rang dans la classe, etc., etc. Donc, on va être assez vite sur, tout bêtement, les notes. Et puis, peut-être avec des pondérations sur les différentes matières en fonction de ce qui est... Alors, c'est pas la même moyenne générale dans ces cas-là, parce que selon ce qu'on choisit, l'importance de telle ou telle discipline n'est pas la même, hein. La note de langue... et la note de maths n'ont pas la même pondération selon qu'on postule dans une UFR, donc l'université une faculté de langue, ou par exemple dans une école d'ingénieur. Même s'il faut de l'anglais aussi dans l'école d'ingénieur, mais enfin, on commencerait déjà par regarder un peu les maths et la physique quand même. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre aussi que pour certaines classes, la demande est tellement forte avec des élèves de tellement bon niveau que la différenciation se fait ailleurs. Si vous voulez, on va commencer par faire un classement quantitatif, et puis ensuite, on va commencer à aller chercher un peu plus, à gratter dans le qualitatif. La connaissance de l'établissement d'origine peut avoir une importance pour des formations à faible effectif et plutôt privées. C'est beaucoup plus compliqué pour des formations traitant des grands volumes et également publiques. C'est compliqué de pondérer telle ou telle note. Tout est beaucoup trop compliqué. Donc, il ne faut pas trop non plus s'imaginer que parce que c'est tel établissement, on va avoir forcément toutes les portes qui s'ouvrent, etc. C'est pas aussi simple que ça. Surtout, je vous dis, si vous voulez rentrer dans une, je sais pas, une UFR de médecine, vu le nombre de candidatures à traiter, pour une structure en plus qui est publique, on ne va pas favoriser tel ou tel établissement. En soi, c'est neutre. En revanche, on peut postuler tout simplement à deux filières de prépa ou deux filières, ou deux doublettes. Vous savez, par exemple, pour les ECG, il y a des parcours, à deux parcours différents, parce que on va peut-être être retenu sur l'un des parcours et pas sur l'autre, en fonction de son propre profil. Non, ça n'est pas, c'est pas neutre, c'est peut-être augmenter ses chances d'être pris si on vit cet établissement. Non, il n'y a pas de voie de recours. Je veux dire, le délai, c'est le délai. En revanche, vous pouvez postuler sur ce qu'on appelle la procédure complémentaire, mais vous ne pourrez plus postuler sur les formations qui ont été remplies dès le départ. Alors, d'abord, ne sont pas sur Parcoursup déjà les formations étrangères. Et même si elles ont, dans ce cas-là, la reconnaissance de l'État étranger. Ça, c'est une chose. Ensuite, il peut y avoir des formations qui ne mènent pas à des certifications reconnues par l'État, hein, genre des bachelors maison, ils n'y seront pas. Des formations alors généralement les formations d'apprentissage sont également sur Parcoursup, à condition que ces formations n'aient pas eu des comportements atypiques l'année précédente. Je donne un exemple, il arrive que des formations sur Parcoursup venant souvent du secteur lucratif d'ailleurs, promettent la gratuité grâce à l'apprentissage. C'est qu'une formation d'apprentissage doit être par définition gratuite pour le jeune. Sauf qu'elles inscrivent parfois beaucoup plus de gens qu'il n'y aura de contrat d'apprentissage possible. Et en décembre, évidemment, on va dire, puisque vous n'avez pas trouvé de contrat d'apprentissage, il va falloir maintenant ou arrêter la formation ou passer à la phase payante. Et ça, c'est un comportement un peu voyou. Et ceux qui ont été repérés
pour avoir ce genre de comportement ont été cette année exclus de Parcoursup. Alors, ça ne veut pas dire qu'on les a toutes exclus, hein, mais en tout cas, il y en a un certain nombre qui ont été repérés et qui ont été exclus. Il faut toujours se méfier, par exemple, notamment pour une formation en apprentissage, quand on commence à vous demander de payer une avance, alors que c'est de l'apprentissage. Normalement, on n'a pas le droit de vous demander une avance quand c'est de l'apprentissage. Donc, celui qui vous dit, je vous donne la réponse tout de suite, mais pour retenir la place, c'est 2 500 € maintenant, fuyez. Fuyez d'ailleurs en général ceux qui vous disent qu'ils vous donnent la réponse avant Parcoursup. C'est un argument marketing, mais qui est rarement signe d'une bonne qualité de formation. Début juin, je vais recevoir ce qu'on va appeler des propositions, c'est-à-dire toutes les formations qui, d'ores et déjà, veulent de moi. Je vais également, éventuellement, recevoir les refus de formation sélective, donc celles qui m'ont écarté d'emblée, et puis toutes celles pour lesquelles je suis en attente parce que j'ai un classement inférieur au nombre de places ouvertes et il faudra attendre que d'autres renoncent à certaines de ces propositions pour que je puisse remonter, moi, dans les classements étant en attente. Je vais accepter une des propositions parmi celles que j'ai reçues et donc renoncer et abandonner toutes les autres propositions. En revanche, le fait d'avoir accepté cette proposition ne remet pas en cause les vœux pour lesquels je suis en attente, puisque les vœux pour lesquels je suis en attente se substitueront, si je le souhaite, aux propositions acceptées antérieurement, dès lors que j'ai une préférence pour ce vœu en attente qui s'est transformé en proposition parce que j'ai pu remonter dans la liste. Vous avez sur Parcoursup une information sur le rang du dernier reçu l'année précédente. Quand vous êtes en liste d'attente, ça veut dire simplement que des gens ont reçu des propositions avant vous, sauf que ces gens qui ont eu des propositions avant vous en ont peut-être reçu plusieurs et ne vont pas forcément retenir cette formation-là. Et chaque fois que quelqu'un finalement retient une autre formation que celle-là, vous montez d'un rang. Et si vous regardez sur Parcoursup, vous allez voir quel était le rang du dernier reçu l'année précédente. Donc, si vous voulez, il y a des gens qui vont s'affoler en disant « Oh là là, je suis 350e ». Oui, mais si on regarde ce qui s'est passé l'année précédente, on voit que cette formation, le dernier reçu était finalement 552e. Donc, a priori, vous serez pris. Donc, ne vous affolez pas. Attendez que ça remonte. Il faut juste bien regarder le rang. Ah, évidemment, si vous êtes 800e et que c'était 550e, le dernier était 550e, bon, vous savez très bien que vous ne serez pas retenu. Alors, en revanche, n'oubliez pas une chose, c'est qu'il faut toujours prendre au moins une des propositions que vous avez reçues, même si vous avez des préférences pour là où vous êtes en attente, parce que dès que vous allez remonter, vous pourrez remplacer ce vœu que vous avez accepté par le vœu en attente. Il n'y a pas de risque à accepter une proposition, c'est une sécurité, même si on a une préférence pour ces vœux en attente. Alors, les évolutions, dès cette année, il y a le principe de placement des vœux en attente à un certain moment de la procédure pour accélérer le mouvement. Il y a l'information sur les spécialités de ceux qui ont été pris l'année précédente, les notes de ceux qui ont été pris l'année précédente, donc c'est une information intéressante également. D'une manière générale, disons que ce qui est souhaité par Parcoursup, c'est toujours un peu comment rendre l'information la plus transparente possible
pour les jeunes, bien connaître les règles qui déterminent les classements par les formations d'accueil, pour que finalement il y ait le moins de mystère possible dans Parcoursup. Bon, on sait que les médias aiment en faire leur marronnier de janvier. C'est une mauvaise idée de faire monter l'anxiété des familles sur l'idée de Parcoursup, parce qu'en fait, la vraie problématique, c'est faire des choix pour l'enseignement supérieur. C'est pas autre chose.